Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais parler de la suite de l'affaire Christensen, puisque aujourd'hui on a de l'actualité, puisque finalement la Fédération danoise de cardiologie a annoncé que le joueur allait être implanté d'un défibrillateur. Alors, c'est la news du jour. Vous voyez ici, Euro 2020, Eriksen va se faire implanter un défibrillateur cardiaque. Et je pense que je suis compétent pour vous traiter de ce sujet, puisque c'est mon quotidien. Alors, quel est le plan aujourd'hui? Nous allons parler, bien sûr, refaire un point sur de ce qu'il a fait comme épisode, de quelles sont les causes potentielles. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a comme pathologie exacte, mais ça nous donne déjà une assez bonne idée de sa pathologie. Vous expliquer c'est quoi un défibrillateur. Vous regarderez attentivement, vous voyez dans le même article que je partage avec vous, en fait, ils indiquent déjà quel type de défibrillateur il va recevoir. Donc, vous voyez dans cet article, finalement, on nous dit, voilà, il va être porté un défibrillateur sous-cutané. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un défibrillateur sous-cutané? C'est ça l'information du jour. Et puis, bien sûr, on parlera des différents types de défibrillateurs, avantages, inconvénients de l'un ou l'autre. La question que tout le monde se pose, est-ce qu'il va pouvoir rejouer au foot? Vous direz ce que j'en pense. Qu'est-ce qu'on peut faire en général avec un défibrillateur ou pas? Et puis, je donnerai quelques références sur les associations de porteurs de défibrillateurs. Il y en a en France qui sont très actives. Alors, bien sûr, avant de commencer, merci de vous abonner à la chaîne, ce qui permettra d'augmenter l'audience de la chaîne et également de partager, s'il vous plaît, cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Alors, déjà, il a fait un arrêt cardiaque. Je vous rappelle que vous pouvez regarder la vidéo que j'ai postée dimanche dernier où j'ai expliqué ce qui s'est passé et vous pouvez aller regarder vous retrouverez ça sur n'importe quel différent, vous pouvez la retrouver un peu partout, la vidéo de l'arrêt cardiaque et vous pouvez retrouver ce qui s'est passé exactement ce jour-là. Et on voit bien qu'il avait eu une fibrillation ventriculaire puisque on voit bien qu'il a reçu un choc électrique par le défibrillateur externe. Et d'ailleurs, la qualité de la réanimation par le médecin de l'équipe, pas obligatoirement l'équipe danoise, mais le médecin qui était en rouge, était juste plus que parfaite avec la qualité de la réanimation, la qualité du massage et également tout de suite comment le défibrillateur se met en place. C'est un modèle de qualité et je vous incite vraiment à aller regarder la vidéo. Alors, vous voyez ici, ça c'est un article de 1989 qui disait la mort subite dans 80% des cas, c'est une fibrillation ventriculaire. Et les causes de mort subite, c'est essentiellement la maladie coronaire. Pardon. Les causes de mort subite, c'est essentiellement la maladie coronaire. Vous voyez que c'est une artère coronaire qui se bouche et qui donne un infarctus. Alors, quand c'est un infarctus du myocarde, la mort subite, ici, il y a une cause réversible, puisqu'on traite l'infarctus, on traite l'artère, et le plus souvent, on ne met pas de défibrillateur. Donc ça nous donne déjà une indication qu'il n'a probablement pas fait une fibrillation ventriculaire, il y a un infarctus aigu, parce que dans ce cas-là, on aurait considéré que c'était un infarctus aigu, on n'y aurait pas mis un défibrillateur. Dans les causes réversibles, il aurait pu faire une myocardite. Il y a le débat sur le Covid, myocardite liée au Covid ou éventuellement un effet secondaire du vaccin. Ça aurait été une cause réversible parce qu'on aurait donné une chance. Il y aurait eu dans ce cas-là même une veste défibrillateur pour le couvrir pendant 3 mois avant de lui poser ça. Et donc, ça indique que ce n'est pas une myocardite aussi. Donc, ça veut dire qu'il a une cardiomyopathie quelconque. Ça peut être soit une cardiomyopathie, maladie du muscle cardiaque. Dans certaines peuvent être diagnostiques difficiles. Les cardiomyopathies hypertrophiques, c'est les cœurs musclés. On sait que ces sportifs ont tous des cœurs musclés, mais certains n'ont pas, sont de diagnostics difficiles. Qu'est-ce qui est l'hypertrophie liée au sport et l'hypertrophie à la pathologie, ou certaines dysplasies arythmogènes du ventricule droit, où le ventricule droit, à l'échographie, peut faussement être normal et on le verra à l'IRM cardiaque et il a obligatoirement eu une IRM cardiaque, il a très probablement eu une coronarographie, je ne sais pas s'il y a eu une coronarographie, mais il a au moins eu une IRM cardiaque. Et puis certaines maladies ioniques ou génétiques, le syndrome de Brugada, des choses comme ça, qui peuvent se voir, mais là aussi, on n'a pas le dossier médical, je ne peux pas vous en dire plus, je me fonde
comme vous sur l'actualité pour commenter et de dire ce que je pense que ça peut être. Donc déjà, ça veut dire qu'il a une cause non réversible et qu'obligatoirement, il y a une maladie avec un risque de récidive de l'arrêt cardiaque et c'est pour ça qu'il est implanté d'un défibrillateur cardiaque. Alors, il est implanté d'un défibrillateur cardiaque et quel type de défibrillateur on peut lui mettre? Alors, traditionnellement, et depuis les années 60-70, on met des défibrillateurs implantables. Donc, chez lui, il a été utilisé un défibrillateur externe pour le choquer dans l'urgence, mais cette fois-ci, on va mettre un défibrillateur, une pile sous la peau, relié à une sonde qui passe par la veine, qui va aller à l'intérieur du cœur pour traiter d'éventuels emballements du rythme cardiaque qui peuvent survenir plus tard. Donc, et cette sonde est une sonde particulière, elle a au bout des bobines qu'on appelle un coil, et le choc du défibrillateur, s'il devait arriver, va être délivré entre le défibrillateur et la sonde, et donc délivrer le choc pour sauver la vie. Autre avantage de ce défibrillateur conventionnel, c'est transveineux, puisqu'on passe par les veines, c'est qu'il permet une stimulation. Il fait pacemaker, il peut stimuler le cœur si besoin. En général, quand on est jeune, on n'en a pas trop besoin. Il peut être un peu plus complexe, simple, double ou triple chambre, c'est-à-dire avec plusieurs sondes pour aider le cœur à se contracter si besoin. Et aussi, il peut essayer d'arrêter la tachycardie de manière silencieuse, sans que finalement le patient ne le sente. Comment? Si le cœur bat à 200 par minute, le défibrillateur stimule à 210 par minute et arrête la tachycardie sans qu'on le ressente. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des défibrillateurs conventionnels ou des défibrillateurs transveineux. Alors, vous avez vu que dans l'article, on nous dit qu'il va avoir un défibrillateur sous-cutané. Alors, on devrait dire plutôt un défibrillateur à sonde sous-cutanée. En fait, parce que le défibrillateur, lui, il est stricto sensu, même sous le muscle, il n'est pas vraiment sous-cutané, mais c'est sa sonde. Cette fois-ci, au lieu que la sonde passe par les veines, va à l'intérieur du cœur, la sonde, finalement, elle est sous la peau. Alors, c'est complètement différent cette fois-ci. C'est-à-dire que le défibrillateur, au lieu de le poser là, on va le poser ici. Et puis, la sonde, on va la tunnéliser ici sous la peau, tout simplement, la récupérer là et la placer là, juste au-dessus du sternum, sous la peau, à ce niveau-là. Alors, avantage, inconvénient. Avantage, il n'y aura pas de sonde à l'intérieur du cœur. Donc, vous pouvez imaginer que il y aura pas, elle sera moins sollicitée, parce qu'à l'intérieur du cœur, le cœur bat à 80 battements par minute, donc 60 battements par minute, donc elle bouge 60 fois dans la minute. Les mouvements, elle passe, là, le défibrillateur conventionnel, elle passe sous la clavicule. Donc, vous pouvez imaginer que finalement, ça peut l'user un peu plus chez un golfeur, chez un tennisman ou chez un joueur de foot éventuellement, elle peut s'user. Et puis s'il y a une infection, l'infection peut se transmettre par la sonde à l'intérieur du cœur et créer une endocardite, une infection notamment des valves ou de la sonde qui peut être particulièrement grave. Donc ces défibrillateurs ont été inventés pour ça. L'inconvénient, cette fois-ci, c'est que ils ne permettent pas de faire la fonction pacemaker. Donc, tous ceux qui vont avoir besoin de la fonction pacemaker, on ne peut pas leur mettre. Et puis, d'autre part, ils ne permettent pas d'arrêter les tachycardies de manière silencieuse. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas stimuler pour arrêter la tachycardie, ils ne peuvent que délivrer des chocs. Et d'ailleurs, c'est des chocs plus puissants. Donc, il faudrait que c'était ce risque-là. Et d'autre part, en théorie, pour le moment, ces défibrillateurs ont une longévité légèrement plus réduite qu'un défibrillateur conventionnel. Donc, avantage, inconvénient. Et donc, vous savez, nous, docteurs, on va, au-delà même de nos croyances, on va se baser sur des recommandations. Et en France, on va suivre les recommandations de la Société européenne de cardiologie, qui sont endossées par la Société française de cardiologie, mais c'est des recommandations européennes. C'est pour ça qu'ici, le texte est en anglais. Et vous voyez qu'on nous dit que le défibrillateur sous-cutané est une alternative si par exemple, on n'a pas besoin de stimuler, voilà, on n'a pas besoin, c'est une alternative. Alors, en grade 2A, c'est-à-dire que la majorité des experts pensent que oui, les niveaux de preuve y étaient C, c'est-à-dire que c'était le consensus d'experts. Et on nous dit, est une alternative parce qu'il n'y a pas d'accès. Voilà, il est complètement bouché. Ou chez un patient jeune qui risque d'avoir besoin de son défibrillateur longtemps, comme lui, il est jeune, il a une trentaine d'années ou 28 ans, il me semble, donc relativement jeune, il est très très jeune, et donc on va lui mettre un défibrillateur, il va garder très longtemps et qu'on va changer plusieurs fois. Donc si on peut éviter de lui mettre une sonde qui va s'user sur le temps, c'est mieux. Mais ça, c'était encore du 2A, et c'était encore niveau de preuve C, c'est-à-dire basé sur un consensus d'experts. Alors en fait, pour info, pour les puristes, en fait, vous savez qu'en médecine, tout est basé sur ce qu'on appelle des études
randomisé où on tire les patients au sort entre deux stratégies pour déterminer la meilleure stratégie possible. Et les deux stratégies, moi je dis en cardiologie, on a toujours une étude randomisée sur n'importe quel sujet. Et là, on a une étude randomisée qui a été publiée dans l'une des meilleures, l'une des plus prestigieuses revues de médecine qui s'appelle le New England Journal of Medicine, dont l'origine est de Boston, c'est l'université Harvard et Massachusetts Hospital, tout ça, Boston, j'imagine, toutes les séries télé que vous voyez. Donc, c'est vrai, l'une des revues les plus prestigieuses, c'est New England Journal of Medicine. Cette étude randomisée avait pris des patients qui avaient une indication de défibrillateur, on les tire au sort entre un défibrillateur conventionnel et un défibrillateur sous-cutané, et on vérifie la non-infériorité, c'est-à-dire s'ils sont pareils en termes de complications et de chocs inappropriés. Parce que bien sûr, l'avantage des défibrillateurs, c'est qu'ils vont traiter les emballements de cire surviennent. L'inconvénient, c'est que parfois, ils peuvent se tromper et délivrer des chocs parce que le rythme est trop rapide ou parce que la sonde est en train de casser. Alors, la réponse, c'est d'abord les patients qui sont inclus dans cette étude, ce n'est pas le joueur de foot, c'est des patients de moyenne de 60 ans. Donc, vous voyez, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de sujets jeunes sur ce genre de défibrillateur. Et donc, le résultat, c'est non inférieur. C'est non inférieur. Vous prenez le critère primaire, vous voyez, là, vous regardez à 4 ans de suivi, c'est même taux d'événement dans les deux groupes. Alors, en fait, il y a une tendance à avoir plus de complications lorsqu'on avait des défibrillateurs conventionnels, ça me surprend. Et il y a moins une tendance à avoir plus de complications avec le défibrillateur à sonde sous-cutanée. Pourquoi? Parce que lui, il enregistre l'ECG, il n'a pas une sonde à l'intérieur du cœur pour enregistrer vraiment le rythme propre du cœur. Il l'enregistre sur ce qu'on voit sur la peau. Et donc, c'est une limite sur laquelle il peut se gourer. Mais ce n'était pas significatif. Vous voyez, il y avait plus d'ailleurs de complications liées aux sondes dans le groupe conventionnel. Et il y avait plus d'infections dans le groupe conventionnel. J'ai trouvé ça également surprenant. Et vous voyez que la différence entre le transveineux et le sous-cutané, ça prenait un peu plus de temps. Ça prenait un peu plus de temps pour faire l'intervention. C'était en moyenne 5 minutes, mais il y avait des biais probablement liés au recrutement des centres. Et donc, dans mon expérience, quand même, il y a un peu plus de temps de mettre un défibrillateur sous-cutané par rapport à un défibrillateur conventionnel. Alors bon, l'objectif, si vous êtes un patient et que vous avez besoin d'un défibrillateur, vous ne stressez pas de vous dire « Oh là là, on m'a proposé un défibrillateur conventionnel, peut-être que je dois avoir un défibrillateur sous-cutané » ou inversement. Faites confiance à votre médecin, discutez avec votre médecin. Il faut qu'il fasse la technique pour laquelle il est à l'aise et puis chaque chose a ses avantages et ses inconvénients. Et n'oubliez pas qu'ils sont non inférieurs, donc on fait pour le mieux. Mais c'est clair qu'un jeune de 28 ans, on va plutôt lui proposer un défibrillateur sous-cutané. Donc, c'est vrai que quand j'ai vu cette actu, j'ai dit obligatoirement, il fallait que j'en parle parce que c'est le thème. Maintenant, est-ce qu'il va pouvoir rejouer au foot? Parce que tous les amateurs de foot se posent la question, est-ce qu'il va pouvoir rejouer au foot? Alors, pour cela, je n'ai pas la réponse puisque ça va dépendre de la fédération danoise de football, ça va dépendre finalement de plusieurs éléments, de la fédération, ça va dépendre des différentes autorisations, ça va dépendre de beaucoup d'éléments qui vont permettre de dire est-ce qu'on l'autoriserait finalement à finalement rejouer au foot. Alors, à ma connaissance, à un niveau international comme ça me paraît peu probable. Je vais vous donner les arguments en faveur et en défaveur et on verra. Je suis curieux d'avoir la réponse finale de la fédération danoise ou de son club, l'Inter de Milan, de savoir qu'est-ce qu'ils vont décider. Premier élément, je vous le tire du site de la Fédération française de cardiologie. La fédération émet souvent des conseils aux patients, etc. Alors ça, c'est juste le pacemaker. C'est vraiment la version light. Ce n'est pas le défibrillateur, il n'y a pas de choc, mais c'est juste, on met 60 000 pacemakers chaque année en France. C'est un petit boîtier qui est sous la peau, relié à une ou deux sondes qui vont dans le cœur et qui stimulent le cœur. Et regardez ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire quand on a un pacemaker? On nous dit, bien sûr, est-ce que c'est compatible avec le sport? Oui, c'est compatible avec le sport. On peut faire du sport. Puis, à condition qu'on soit surveillé régulièrement, on a le droit de faire du sport. Au contraire, c'est bon de faire du sport. Maintenant, on nous dit attention aux sports à risque. Et voyez qu'on nous dit les sports à risque traumatique, tels que le football, le basket et le rugby, qui entraînent une utilisation importante du bras, alors sachant que là, il est sous-cutané, donc il n'a pas vraiment du bras, sont contre-indiqués. On dit que ce n'est pas la prothèse lui-même qui est susceptible d'être endommagée, mais le boîtier, parce que le boîtier est résistant, mais plutôt les sondes qui peuvent, lors de la pratique sportive, se déplacer ou être endommagées, rupture des isolants, courant de fuite, notamment sur le trajet.
Et puis, ils disent qu'il y a peu de données à grande échelle pour dire ce qu'il faut faire et dire attention à ne pas confondre des pacemakers et des défibrillateurs qui n'ont pas la même utilité et que les défibrillateurs sont généralement moins compatibles avec l'activité sportive, en tout cas une activité sportive à ce niveau-là. Mais il y a un bémol, c'est qu'il y a des sports ou des sportifs qui ont maintenu leur activité malgré la pose d'un défibrillateur. Excellent article ici, vous voyez, de France Info. Alors, il date un peu cet article, mais il date depuis plus de 9 ans, mais je l'ai affiché dans ma salle d'attente et qui est absolument très rassurant pour mes patients. C'est dire, vous voyez, ça, c'est certains connaisseurs de la planche à voile connaissent peut-être Sarah Hébert, qui avait 28 ans et 9 ans, donc aujourd'hui elle a 37 ans, et chez qui on a découvert qu'elle avait besoin d'un défibrillateur qui a été implanté et cette sportive, véliplanchiste, a traversé l'Atlantique avec sa planche à voile. Elle est partie de la Guadeloupe et a traversé l'Atlantique en planche à voile. Donc, vous voyez, c'est quand même pour vous dire que tous les espoirs sont permis. Je dirais en message, alors bien sûr, vous avez des fiches d'information, notamment sur le site de la Fédération française de cardiologie, également sur le site du CNCH, le Collège national des cardiologues des hôpitaux, qui indique un petit peu tout ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire. Et si un patient a un pacemaker ou un défibrillateur, on lui remet les fiches d'information et sur lesquelles on dit voilà les conseils qu'on peut faire. Donc, si vous n'êtes pas un sportif de haut niveau, je dirais vous avez le droit de faire beaucoup de choses. Vous avez besoin peut-être d'un certificat médical avant de reprendre le sport, mais vous aurez le droit de faire du vélo, vous aurez le droit de conduire votre voiture, vous avez le droit de voyager en avion, d'aller à l'étranger, etc. Il y a peut-être des choses que, par exemple, vous ne pouvez pas faire. Par exemple, il y a des métiers interdits. Vous ne pouvez pas être taxi, vous ne pouvez pas être VTC, vous ne pouvez pas être conducteur de poids lourd, camion, bus, vous ne pouvez pas être pilote d'avion. Donc, il y a des métiers qui vous seront interdits. Et à ma connaissance, ce serait à ma connaissance une première que le porteur de défibrillateur puisse jouer à un niveau international. C'est à voir, ça me paraît très, très, très surprenant qu'il soit autorisé. Mais je rassure les éventuels patients qui regarderaient cette vidéo, quand on est porteur d'un pacemaker ou d'un défibrillateur, on vit globalement une vie normale. Il y a quelques précautions par rapport à des examens médicaux, par exemple l'IRM. La plupart de nos défibrillateurs et pacemakers sont maintenant IRM compatibles, mais ça nécessite de les programmer en mode IRM. On ne peut pas aller à l'IRM comme ça, donc il y a quelques petites contraintes, mais sinon on vit dans notre vie de tous les jours, et je ne suis pas un joueur de foot de l'Inter, une vie somme toute normale. Et puis, pour finir, dans cette information et dans l'information, si vous êtes amené à être implanté d'un défibrillateur ou d'un pacemaker, mais d'un défibrillateur notamment, sachez qu'il y a des associations de patients et en France, on a des associations de patients super actives. Là, je vous ai partagé le nouveau site de l'APODEC, l'association des porteurs de défibrillateurs. Et je pense que c'est un petit peu plus compliqué parce qu'ils incluent maintenant toutes les prothèses implantables. Il me semble que vous avez une autre association qui s'appelle Les Porteurs, mais je n'ai pas retrouvé l'adresse du site. Je pense qu'ils ont une page Facebook. Et l'APODEC a également une page Facebook. N'hésitez pas à aller y voir. Et je pense que je trouve que le site est super bien fait. Il y a plein d'informations, des PDF, vous voyez, iPhone 12, la vaccination. Il y a des témoignages de patients. Donc, je trouve que la nouvelle version du site est superbe. Et si vous voulez bien sûr y adhérer, soutenir cette association, on est un pays où les associations sont là pour développer des activités de formation, d'éducation. Et on est là pour les soutenir. Et donc, voilà, sur ça, je voulais finir par ce clin d'œil et de dire voilà, que la vie sera le plus souvent normale, même si on est implanté d'un défibrillateur. Donc, en résumé, il va être implanté d'un défibrillateur, Christensen, que ce sera un défibrillateur sous-cutané, ça ne me surprend pas. Ça veut dire qu'il a une cause ou qu'on n'a pas trouvé de cause. Mais soit il a une cause non curable, soit on n'a pas trouvé de cause. Est-ce qu'il aura le droit de faire du foot au niveau international? Je serais personnellement surpris, mais s'il en fait, je vous promets une autre vidéo pour aller plus loin. Et à ce moment-là, j'invite un cardiologue du sport pour commenter cela. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous l'avez suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Il y a d'autres vidéos qui traitent sur ce thème. La vidéo sur l'arrêt qui date de dimanche dernier. Une vidéo sur les défibrillateurs sous-cutanés. Il y en a une ou deux déjà sur le site qui pourront vous donner des informations complémentaires. N'hésitez pas à aller voir les différentes playlists et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.